Bonsoir à tous, merci Casquette Verte alias Alexandre de m'accueillir ce soir, de me recevoir ce soir, d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, c'est un grand honneur de te recevoir pour cette dernière émission de l'année. Merry Christmas, décor tout à fait spécial. Comment vas-tu Alex ou Casquette Verte? Comment doit-on t'appeler? Bon, tu m'appelles comme tu veux. Tu peux même me siffler si tu veux. Ça me dérange pas. Bah écoute, merci à toi de m'accueillir dans effectivement ce si beau décor là que tu m'as fait autour de moi. Je me sens vraiment dans l'ambiance de fête. J'ai un petit sapin en plus là juste à côté de moi, donc je pense qu'on le voit dans le reflet là ici, hein. Ouais, là, ouais, on le voit. Ouais. Et donc, merci de m'accueillir parce que, comme je te le disais en off juste avant, je connaissais pas ta chaîne et j'ai découvert toutes les vidéos que tu as fait, tous les lives et j'ai trouvé ça assez passionnant. Et en fait, c'est une mine d'informations quand même. Donc, je sais pas si je pourrais en donner autant et si ça pourrait être aussi passionnant, mais c'est bien cool. Eh ben écoute, avec plaisir, on va parcourir cette heure ensemble. Alors Yes. pour rappeler le concept de la mission à ceux qui la découvriraient aussi, vous pouvez poser toutes vos questions, que ce soit dans les commentaires sur Facebook ou sur YouTube, et on affichera vos questions comme cela à l'écran, donc si vous voulez nous passer un petit coucou ou quoi, et on répondra à toutes vos questions si vous en avez à poser. Donc n'hésitez pas durant tout l'échange. Mais on a une tradition sur cette émission, c'est de commencer par raconter ton premier trail. Alors, mon premier trail, donc c'était en 2015, c'était il y a 5 ans, une éternité. C'était la Saint-Élion, le format long. J'avais fait un semi et un marathon juste avant de Paris. Et je m'étais dit, tiens, voilà, qu'est-ce qu'il y a après? Après, ça passe souvent par la Saint-Élion, j'ai l'impression, et c'est une bonne porte d'entrée dans l'univers du trail. Et ça s'était passé comment déjà? C'était une Saint-Élion où il pleuvait pas, où il neigeait pas, donc rare comme ambiance. Et je crois que je fais 1800e au classement, donc je termine très très loin. Mais c'était pas le but, parce que le but c'était juste de découvrir à l'époque qu'est-ce que c'était que faire. Ça devait être 76 km, faire 76 km en courant la nuit, en partant, en allant d'une ville à une autre. Voilà. Est-ce que c'était possible? Et dans mon souvenir, en fait, j'avais couru avec deux collègues et j'avais dit, je fais la course avec vous tout le long parce que je pensais pas pouvoir terminer. Mmh. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que j'étais pas dans mon rythme, que j'étais plutôt dans l'heure et que c'était trop lent. Et donc les 30 premiers kilomètres, ça va, 40 premiers kilomètres, ça va. Et j'en pouvais plus du 40 au 50. Je commençais à les attendre. Et je crois que c'est à Chaponneau, Chaponnost, à 20 kilomètres de l'arrivée où j'aurais dit bon, mais là, ça y est, j'en peux plus, je craque, moi je pars. Et j'avais terminé tout seul à fond les 20 derniers kilomètres. Et c'est là où je m'étais rendu compte que c'est possible de courir, de continuer à courir et de continuer à courir vite après 50 bornes. Donc c'était un moment où je me suis dit ok, il y a des sensations, c'est dur, c'est cool ce sport parce que on sent vraiment qu'on est en vie. Mais on peut quand même aller chercher au fond de soi pour continuer à courir et à transformer un simple défi perso en une performance en soi pour soi avec le niveau qu'on a à ce moment-là. Donc j'avais trouvé ça super cool et cette bonne première expérience après a fait que j'ai voulu tout de suite enchaîner et continuer et faire plus cette fois-ci du trail et un peu moins de la course nature. Alors, tu es en train de nous dire que ton premier trail, c'est un trail de plus de 70 kilomètres, alors qu'on entend un petit peu partout qu'il faut y aller progressivement, qu'il faut augmenter les distances petit à petit, etc. Comment ça se fait que toi, tu réussi à accomplir cet exploit? Parce que faut pas l'oublier que de faire des distances comme ça, c'est toujours des exploits. On n'est jamais à l'abri d'un pépin physique, même si on en est à son 10e, 15e. Comment ça se fait que toi, tu aies eu cette facilité-là, à ton avis? Je me pose encore la question. Non, en fait, en vrai, je pense que justement, je me suis pas posé de question. Dès le départ, je j'ai pas trop écouté les préceptes. Après, ça, c'est ma façon d'être. C'est toutes les phrases qu'on entend souvent de pas plus de marathon, pas plus de 2 marathons par an. Hmm. Tous les préceptes au niveau de la récupération, de l'alimentation, qui sont souvent très vrais. Mais moi, j'ai pas voulu me poser ces questions. Du moins, j'ai voulu les occulter en me disant allez, tu fais à ta sauce et tu verras bien si ça passe ou pas.
Et c'est passé. Et c'est comme tu dis. Par contre, faut jamais oublier qu'à chaque fois, c'est très dur. Et moi, il y a aucun ultra sur lequel je pars maintenant où je me dis ça va le faire, tu vas aller au bout, ça va être simple. À chaque fois, je sais que je vais en chier, clairement. Et j'en chie, et c'est dur à chaque fois. Et si je pense que ça a marché, c'est parce que j'avais envie en fait dès le départ de faire à ma sauce. Et à ma sauce, c'était de faire beaucoup de volume pour pouvoir être le plus près possible sur les courses, le plus efficace, le plus performant. Et je pense que il y a une grosse part de mental dès le départ. J'ai toujours été en fait un grand têtu. Quand je faisais d'autres sports quand j'étais plus jeune, j'ai fait pas mal de skateboard, j'ai fait pas mal de foot, j'ai fait pas mal de soirées étudiantes. Euh, pour tout ce qui était voilà plus sur le skate en fait je m'en suis rendu compte plus tard que c'est un peu la même chose. C'est le skate en soi, les 6 premiers mois tu les passes par terre. Et pour apprendre à faire un flip, faut pas le faire une fois, 2 fois, 3 fois. Il faut le faire 1000, 2000, 3000, 4000 fois le mouvement avant de pouvoir réussir à le faire de manière aussi simple que de respirer. Et courir, en fait, c'est devenu un peu la même chose pour moi. C'est-à-dire que j'en ai beaucoup chié au départ pour pouvoir acquérir un volume et pour que ça devienne simple. Et maintenant, je peux courir tous les jours 20, 30, 40, 50 bornes, enchaîner le lendemain pareil, et ça va être aussi simple que de respirer. Donc l'habitude, c'était une envie vis-à-vis des performances que je souhaitais pouvoir faire. C'était aussi un passe-temps, parce que c'est un passe-temps et qu'on aime ça, ça permet de passer du temps. Mais l'habitude, c'est devenu un truc, c'est dans Forrest Gump, dans le film où il dit ça, c'est puisque je suis déjà allé aussi loin, pourquoi pas continuer. Et je suis un peu tombé dans ce cercle qui est pas forcément bon, mais je pense qu'il peut être néfaste à long terme, même à moyen terme. Mais je suis tombé dedans, et maintenant je suis plutôt en train de me dire que pour pas partir dans une folie, dans une dépendance à ça, je me suis déjà dit que j'allais me mettre une date de fin et que d'ici 3-4 ans, j'allais arrêter de mettre autant d'implication, en tout cas dans ce que je faisais aujourd'hui. D'accord. Et parce que tu penses que tu vas arriver à une certaine lassitude au bout d'un moment, ou parce que tu penses que ce serait néfaste pour ta santé au bout d'un moment, ou parce que tu penses que tu vas te lasser, c'est quoi la Je pense raison? pas que ça soit une question de lassitude, parce que franchement, je serais déjà lassé. Si j'avais dû être lassé, courir 2 heures tous les jours à Paris, je me serais déjà lassé, clairement. Mérite la Légion Euh, d'honneur, hein, rien que pour ça. exactement. Non, c'est pas je pense pas que ce soit par rapport à la lassitude, c'est parce que je pense que faut faire à chaque temps une chose. Et là, voilà, j'avais les 5 dernières années derrière moi, et je pense les 3-4 qui viennent. J'ai le temps pour faire ça. J'ai pas d'enfant encore, et je peux me concentrer presque à fond dans la course, même si certes j'ai un métier qui m'occupe tous les jours de 9h du matin jusqu'à 19h. Le reste du temps, je peux le consacrer à ça. Et je sais que dans 3-4 ans, ma vie, elle va basculer parce que j'aimerais avoir des enfants, et je me consacrerai autant aux enfants que je voudrais avoir que à la course maintenant. Et je pense pas que moi je serais capable, en termes de volume horaire, en tout cas, rien que ça, de réussir à gérer les deux. Et ma priorité, ce sera les enfants, ce sera plus la course à pied. Même si je vois maintenant, j'ai vu que par exemple Vincent Viette, et je vois d'autres exemples d'athlètes qui ont des enfants et qui arrivent encore à aussi bien marcher. Donc ça effraie, je pense, ma copine, parce que là elle doit se dire bon, au final il va peut-être pas arrêter de courir. Mais pour l'instant, oui, je me suis fixé une date de fin. Pas de lassitude, parce qu'il y a une date de fin, et parce que j'ai encore là des objectifs devant moi. Je pense que j'ai pas fini ce que je voulais faire. Et je suis encore loin de ce que je pense pouvoir faire. Ok. Et ce serait quoi, du coup, ton end? Qu'est-ce que ce serait qui te ferait vraiment rêver et qui te dirait, OK, maintenant que j'ai fait ça, je peux mourir tranquille?
Pour moi, en fait, le boss de fin du jeu, c'est la Diagonale des Fous. En fait, c'était mon premier ultra, mon tout premier ultra que j'ai fait, je sais plus, en 2017. Et j'ai adoré cette course. Enfin, tout ce qu'on peut en dire, l'ambiance, bien sûr, mais surtout la difficulté. Et j'adore me mettre dans une difficulté. Et le le truc que je me suis fixé, c'est cette année, j'aimerais bien essayer d'approcher du top 20 et si je rentre dans le top 10, c'est bon. Après, d'ailleurs, je peux mourir tranquille. Ça sera Ok. fait. Et ouais, c'est ça. Le boss de fin, c'est le top 10 de la Diag. Et après, on passera à autre chose. Ok, ça marche. Mais pourtant, on pourrait penser que, vu le nombre de kilomètres que tu fais, vu ton premier trail qui est un 70 km, tu aurais un peu le même profil, je sais pas si on t'a déjà dit, que Lucas Papi, tu vois, qui fait énormément de volume, qui fait pas forcément de spécifique et qui fait des trails toujours plus longs. Euh, ça te fait pas envie d'aller taper des tordus géants, tordus glaciers, des choses comme ça? Si. Terre des Géants, ça me chauffe. Trans-Gran Canaria 360, celle de Lucas, ça me chauffe et j'en ai pas mal parlé avec lui en plus, la 360 et j'ai calculé avec lui. Il m'a donné ses temps de passage et j'ai regardé les miens, ce que je pouvais faire et je me suis dit que en plus son record était prenable. Donc ça me chauffe, mais pour moi c'est pas le sommet de ce que je peux faire. Ça sera une découverte de distance en plus. Ça sera une découverte je pense de type de fatigue, de gestion de courses différentes. Mais ça restera moins. Je sais pas pourquoi on fixe j'ai mis la diagonale sur un piédestal comme ça et Hmm. pourquoi c'est mon truc. Euh, mais ouais, le Tour des Géants, ça me chauffe. Je sais que je vais le tenter. Je sais pas si je le finirai. Mais je suis pas dans un délire de toujours plus. C'est bizarre. Enfin, je cours tous les jours, je fais un énorme volume, mais mon délire n'est pas tellement au final d'avoir le plus gros chiffre à la fin de l'année, même si voilà, je me suis donné ce petit défi là cette année. Moi, c'est un Euh, objectif comme un autre, hein. Ça permet en fait, là cette année surtout, ça permettait de garder la motivation, de continuer à sortir. Enfin, on n'a plus fait de course depuis. Moi, j'ai eu la dernière. J'ai pu faire un ultra en octobre dans le Jura, qui était l'ultra trail des montagnes du Jura, qui était un 180 bornes. Et après, je savais que derrière, il y avait plus aucun dossard. Et avant certainement un petit moment. Donc, de se donner des petits défis de volume, ça permet de maintenir la motivation, mais vivement que les dossards reviennent, quoi. Eh ben, ça commence mal, hein, parce que j'en ai déjà un de ma liste de 2021 qui a été annulé, donc on verra, on C'était verra. lequel? Alors c'est un trail dans le Finistère, qui c'est le trail du Cap, qui c'est un 30 km qui fait tout le tour de la pointe du Raz dans le Finistère, qui est un trail qui est magnifique, que je recommande à tout le monde qui veut venir participer à un trail en Bretagne. C'est l'un des plus beaux, honnêtement, parce qu'on fait on fait beaucoup de chemins côtiers et c'est vraiment l'une des plus belles côtes de Bretagne, avec du chemin un petit peu technique. Et voilà, ils l'ont déjà annulé et c'était le premier week-end de mars. Donc, première déception, mais c'est pas grave, on continue, il y en a d'autres. Non, on peut rebondir, on peut rebondir. Ouais, À bien sûr. l'opportunisme, ça marche toujours, mais il y en aura d'autres. En Bretagne, il y en aura d'autres. Mais Oh, en plus, en Bretagne, moi j'en ai fait un en début d'année. Un des rares que j'ai pu faire cette année. C'est l'Endurance Trail des Corsaires. mm. C'est une tradition qui tombe des sauts de pluie comme ça sur les coureurs. Genre, vous, vous prévoyez le truc ou C'est le cadeau d'accueil, c'est le cadeau de Ah oui, bienvenue. c'était. Voilà. C'est à force de se faire charrier, on veut honorer la légende. Voilà, avant c'était pas comme ça, mais à force, eh ben on devient En comme fait, ça. c'est une façon de remercier le. Exactement. C'est la bienvenue. Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions justement concernant tes 10 000 km. On vient d'en parler, on vient d'en échanger un petit peu, que c'était ton objectif de cette année suite à l'annulation des courses. Euh, comment fais-tu pour faire autant de kilomètres? Est-ce que tu as une recette pour récupérer plus vite, pour pouvoir enchaîner? Est-ce que comment fais-tu pour faire autant de kilomètres? Parce que tu ne te blesses pas, j'imagine, pour pouvoir faire autant de kilomètres. Bah, t'as pas vraiment de blessures qui s'enchaînent. Donc, comment ça se passe au quotidien? Comment t'organises-tu pour faire tout ça? En fait, ouais, la vraie question, elle est plus logistique qu'autre chose. La question, c'est
Je cours en gros 2 heures par jour, donc il faut que j'arrive à trouver tout le temps 2 heures où j'ai le temps de courir. Donc la vraie difficulté, elle est là. Au niveau des blessures, c'est pas tout à fait vrai. En fait, je me blesse assez régulièrement, souvent donc des tendinites. Et là, cette année, j'ai eu un truc un peu plus sérieux, enfin plus chiant, c'est une déchirure de la peau névreuse qui m'a tenu de août jusqu'à octobre. Mais en fait, comment ça se prépare surtout, ça fait 2 ans ou 3 ans que je cours presque tous les jours. Et donc c'est la force de l'habitude et de la régularité qui a fait que c'est devenu simple, mais enfin que c'est devenu normal et que ça me dérangeait pas. Et partir courir blessé ne me dérange plus parce que je sais adapter ma foulée pour que ça fasse moins mal et pour que je puisse quand même courir. Et d'une certaine manière, c'est peut-être un petit peu du masochisme, mais je préfère avoir un petit peu mal aux jambes quand je pars courir, un petit peu mal aux genoux, parce que au moins je ressens que je suis vivant et que j'ai bossé les jours d'avant. J'ai plutôt l'impression que en fait, c'est quand j'ai les jambes fraîches et que tout va bien, j'ai l'impression de m'être sous-entraîné. Et la sensation d'avoir mal, pour moi, elle s'est tournée comme si c'était une preuve que l'entraînement fonctionne. C'est très certainement pas vrai. C'est très certainement biologiquement totalement faux Mm. et c'est pas un exemple, je pense non plus. Mais je le vis comme ça en tout cas. Mm. Et en course aussi, en fait, ça vient peut-être des courses justement ou en ultra de toute façon. Enfin, moi personnellement, ça m'est pas arrivé que je n'ai pas eu mal à en hurler sur des ultras, surtout sur la fin, plus t'avances. Mm. Et mentalement, ma gestion de la douleur au quotidien, c'est la même que sur les ultras. C'est la douleur, il faut l'accepter. Si tu l'acceptes pas et que tu essayes de la combattre, ben, c'est elle qui va gagner et au final, tu seras plus faible local. Alors que si tu l'acceptes et que tu fais tout un travail sur toi pour dire c'est biologiquement normal et physiquement normal d'avoir les douleurs que tu as là, vis avec, ça passera mieux. Ben, la première fois, mon premier ultra, ça n'a pas marché. La deuxième ultra, ça n'a pas marché. Et maintenant, je vois, j'ai fait 200 miles cette année. Et les 50 derniers, ça queen très très fort. Et finalement, avec cette mentalité, ça a beau queener très très fort. Il y a le corps qui queen et qui a mal au-dessous de là. Mais au-dessus, là, la tête, il n'y a pas de souci, ça continue. Et ça peut continuer à donner des ordres et à dire continue à courir. Donc c'est peut-être foncer dans un mur de faire ça, mais pour l'instant effectivement je passe à travers les gouttes où ça m'a pas encore arrêté. Peut-être que Ok. ça arrivera. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément un exemple. Déjà c'est pas un exemple. Je pense que je suis un très mauvais exemple pour toutes les personnes qui commencent à courir. Euh, Moi j'ai mis 5 ans à pouvoir courir tous les jours. Et si j'avais fait ça dès le début, ça aurait pas fonctionné de la même manière. Déjà, rien que dès le début, en ayant augmenté progressivement de 1, 2, 3, 4 sorties par semaine, je me blessais tout le temps en augmentant le volume. Maintenant que j'ai atteint une régularité d'une certaine manière, j'ai la sensation de plus me blesser autant qu'avant et de devoir m'arrêter pour pouvoir récupérer. Ok, bah c'est super bien que tu le soulignes, que tu le dises, parce que c'est vrai que avec ta casquette verte un petit peu d'influenceur, voilà, de personnes médiatiques, hein, parce que c'est toujours bien de le rappeler, surtout quand on voit justement tes performances. C'est vrai que quand on commence, on aurait peut-être tendance à vouloir faire la même chose assez rapidement, et donc c'est super bien de le rappeler. Donc bravo pour ce message. Euh, Il y a une question qui revient un petit peu dans les commentaires, c'est as-tu un coach? Est-ce que tu te fais accompagner pour tout ça, aussi bien physiquement que peut-être pour un ostéo qui te suivrait ou mentalement, un préparateur mental? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'accompagne au quotidien ou régulièrement? Alors, non. En fait, comme je te disais, je suis un peu buté comme garçon et en fait, c'est la phrase de Cyrano, c'est ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Et en fait, moi, j'ai la sensation de ne réussir que si je fais les choses par moi-même. Et donc, j'ai jamais voulu voir un kiné, j'ai jamais voulu voir un ostéo, j'ai jamais voulu voir un coach en me disant que bah, j'avais pas besoin de ça et que ça passerait sans.
Cette année, pour la première fois de ma vie, j'ai vu un kiné, j'ai vu un podologue du sport justement pour régler le problème de mon aponévrose. Et le podologue, c'était assez drôle. Le podologue du sport, lui, il gère vraiment des athlètes, athlètes foot, athlètes rugby, un peu d'athlètes, mais d'équipe de France, mais pas forcément spécialisé dans ce sport-là. Il analyse ma foulée, etc. Et il me dit, en fait, tu t'es créé une espèce de manière de courir. Il me dit, ta foulée, elle est dégueulasse, en gros. On a vu ça nulle part. Ça n'existe pas. Non, mais en fait, voilà, il m'a dit, ça se voit que t'as appris tout seul et parce que t'as plein de mouvements parasites que dans les 3 ou 4 premières semaines dans un club d'athlètes, on te fait disparaître ou qu'on identifie comme un problème et qu'on va tenter de travailler dessus pour le faire disparaître. Et toi, de ça, t'as réussi à faire un melting pot de ta façon de courir et ça ressemble à rien, mais vu que toi t'as appris comme ça et que comme ça et tu l'as fait à la dure, bah ça fonctionne avec toi. Donc lui il m'avait dit ça, le kiné m'a sorti un peu la même chose derrière, et il m'a dit t'es certainement pas encore en haut de la vague de ce que tu peux sortir en termes de performance tout seul, mais il me dit tu vas pas tarder à en approcher. Donc si tu veux encore progresser, il va falloir que tu ailles voir, globalement un préparateur physique pour l'aspect posture et musculation. Et très certainement, il faudrait que tu aies quelqu'un qui manage tes séances parce que faire 23, 30, 40 kilomètres à côté de chez toi dans le Bois-de-Vincennes tous les jours, c'est pas ça. Enfin, c'est pas un entraînement optimal pour avoir de la performance. Donc, pour l'instant, moi, j'en suis là. Donc, j'en suis dans j'ai le cul entre deux chaises. La chaise sur laquelle je suis actuellement, qui est, tu te démerdes tout seul et puis tu vas tous leur montrer que t'avais raison. Mais je pense que cette solution, elle marchera pas. Et donc, c'est pour ça que je tente de. J'ai pas encore fait la démarche, mais ça fait plusieurs fois que je fais des appels du pied. Je crois que tu l'as reçu, Jean-Michel Fort-Vincent. Je devais, mais au Je final. devais parce que ouais. Ouais. Mais tu pourrais lui en parler. Je le recevrai. Il m'a dit oui, donc je le recevrai. Mais voilà, et ça fait, en fait, je fais des appels du pied discrets. Et je pense qu'en fait, la seule façon, si je veux pouvoir atteindre mon boss de fin, qui est la diagonale des fous, un top 10, et peut-être réussir sur d'autres courses, elle est d'optimiser mes entraînements, de pas faire du volume pour du volume, d'aller faire plus de qualité, d'aller rajouter du repos, d'aller rajouter de la PPG, ce que je fais pas. J'ai jamais, enfin, la dernière fois que j'ai fait des pompes, c'est quand j'étais au collège. La dernière fois que j'ai fait la chaise, c'était quand je faisais du judo et que j'avais 9 ans. Donc je sais que si je veux atteindre vraiment un haut niveau de performance et faire partie des vraies élites, on va dire ça comme ça, faudrait que je me fasse encadrer pour sortir de mon mode qui est tu y vas tout seul et ça va marcher parce que il y a un plafond de verre, je pense. Parce que là, tu te considères pas comme un élite? Ben non, et en fait, en voyant tous les gens que tu avais invités, je me suis dit en fait, je suis un peu un imposteur quoi. Parce que certes, j'ai eu 2-3 résultats, mais toi, j'ai pas non plus été tout à l'avant sur les plus grosses courses. J'avais fait l'UTMB qui est en fait pour moi une super course pour savoir où t'en es par rapport à ta pratique. Parce qu'il y a un plateau énorme, il y a les meilleurs mondiaux qui sont là. Et voilà, tu vas te rendre vraiment compte de là où tu en es. Sur cette course, pas de bol, je me suis fait une fracture au kilomètre 50 et j'ai dû abandonner juste à Champé au 120. Donc j'ai pas pu voir ce que je valais vraiment. Donc voilà. Même si il y a 2-3 résultats qui sont bons et que cette année j'ai senti j'avais vraiment encore progressé, que j'arrivais à courir un 100 miles sans m'arrêter, sans marcher dans les pentes. Voilà, je pense qu'il y a peut-être quelque chose. Mais il y a encore matière à progresser. Et même si je suis élite sur le papier parce que la cote ITRA fait que je peux être considéré comme élite, je considère qu'il y a encore beaucoup plus fort que moi et qu'il y en a plein surtout. Et on en discutait juste avant, mais je pense que ça c'est les réseaux sociaux qui font ça, ou le fait que je communique beaucoup autour de ça peut donner l'impression que je ne suis que waouh, il est trop fort, il fait tout ça. Mais au final, c'est par rapport à ce que d'autres gens réalisent en termes de performance sportive.
J'en suis encore loin. C'est-à-dire que je considère que oui, j'ai réussi à quitter le peloton, mais j'ai pas encore réussi à rattraper ceux qui sont tout devant, quoi. Je commence à voir leurs semelles au loin et je me dis tiens, voilà, là tu t'en rapproches. Et finalement, c'est pas des extraterrestres ces gens-là, mais il y a encore un petit truc, il y a encore une petite marche à passer, quoi. Ok. Est-ce que tu fais des sorties des stages, enfin des stages ou des week-end shocks ou des séances un peu plus intensives en montagne? Parce que comme le souligne très justement Florent, il te demande si tu te sens plus fort sur un ultra qui est roulant, type ERTC, donc l'Endurance Trail des Corsaires, ou sur un ultra avec du D+, type Ultra 01, où tu fais troisième également. Mais en fait, le D+ me dérange pas. Comme beaucoup, c'est le D-, surtout quand on habite en ville, parce que je Mm. peux me préparer à du D+. La première diagonale, je l'ai préparée à Gravel. C'est une côte qui est à côté de chez moi qui fait 23 mètres de dénivelé. Et donc, c'est pas un souci de préparer du dénivelé positif et d'être bon dedans. Mais le souci, c'est de préparer le négatif. Donc, le vrai problème, il est sur le négatif et il est surtout pour moi très grande faiblesse en plus de la descente. C'est le technique. C'est dans le technique, il y a plus personne. J'étais sur la Restonica en Corse il y a 1 an et demi. Mm. Il y a des cailloux partout. Ils rangent pas les cailloux quoi là-bas. Mm. Donc C'est l'enfer. clairement. Mais mais je sais que j'ai envie d'y retourner dans cet enfer-là, mais c'est pas un endroit où effectivement je pense être performant. Sur les trucs roulants type ERCT comme en début d'année, ERTC ou qu'est-ce qu'on peut avoir de très roulant qui est quand même assez long. L'éco-trail. L'Eco-Trail, ouais, l'Eco-Trail, mais l'Eco-Trail c'est un sprint de 80 km. J'adore cette course, hein, mais Mm. c'est deux sports différents. Là, c'est l'Eco-Trail, c'est 80 km de sprint. Quand il y a 2, 3000 ou 4000 sur 100 bornes de dénivelé, c'est déjà plus roulant. Je sais que j'avais fait l'Endurance Trail des Templiers, donc c'est le 100, 110, je sais plus combien ça faisait cette 8, ouais. année-là. Et il y a 4 ou 5000, et donc ça monte pas tant que ça, et ça descend pas tant que ça, et je trouve que c'est assez roulant, pas trop technique. C'est un bon format pour moi. Après, un format style UTMB me plaît aussi. Parce que c'est pas technique et il n'y a pas de descente ultra sale où le dénivelé est énorme sur un tout petit kilométrage. Donc ça pourrait m'aller. Dommage, il y a 50 ou 60 mecs qui sont vachement plus forts que moi devant. Donc non, mais est-ce que je me sens plus fort sur du roulant ou sur un type ultra? Bah, je sais pas. Je pense qu'en fait ces deux formats, là où je considère que je commence à être pas mauvais, pas bon mais pas mauvais, c'est tout ce qui fait plus de 100, 120, 130 et au-dessus, et tout ce qui n'est pas technique. Tout ce qui n'est pas technique et qui fait plus de 130 bornes, il n'y aura pas de problème. Le mental, il va réussir à faire que je vais réussir à continuer à courir même jusqu'à la fin de la course, donc ça passera. Là où je pourrais être beaucoup plus mauvais, c'est sur des formats très courts, type OCC, type les courses de la Golden Trail Series, où c'est beaucoup trop rapide pour moi. Je pourrais jamais être devant là-dessus. Sur un 170, s'il y a 11 000 et qu'il est pas trop cassant, ça peut passer. Et l'Ultra 01, justement, là, c'est la première course, le premier 100 miles où je cours tout le long. On le fait je crois que Grégoire, il le gagne en 19h30, 19h ou 19h30. J'ai dit Minéas Grinius, il termine 3/4 d'heure ou 1 heure devant moi, il est pareil en 19h30. Et moi, je crois que je fais 20h30. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais capable de courir un 170 km avec 7 ou 8 000 de dénivelé en moins de 21 heures. Et je me suis dit, ok, bon, c'était pas, enfin, j'étais arrivé, je vais pas dire que j'étais pas fatigué, mais tu m'aurais dit, il faut rajouter 50 bornes, j'aurais pu. Donc c'est là où je me suis dit que, ok, t'as atteint le niveau Mm. pour pouvoir faire ce genre de choses. Et je pense pas que ce jour-là, alors qu'il y a eu beaucoup de courses avant, où je me suis dit, bah, c'est peut-être un jour de chance. Style la Lyon-Saint-Élion, l'aller-retour, je me suis dit, c'est peut-être un jour de chance. Là, l'Ultra 01, je me suis rendu compte que, en fait, non, c'était mon niveau, en fait, maintenant. Ok. Donc finalement, t'es pas si pas élite que ça.
Mais j'aurais gagné sinon. J'aurais gagné, j'aurais gagné. Mais non, mais d'ailleurs, petite anecdote sur cette course, Grégoire, donc qui gagne la diagonale l'année d'avant, ou que bah ouais, quasiment un an avant maintenant. Je le rattrape un ravito, une base vie, je crois que je le rattrape au 70e kilomètre, au 80e, et en fait je le vois, en arrivant dans le ravito, je le vois assis, la tête dans les genoux, pas bien, pas bien, pas bien, et je le vois qui me voit, et je le vois en fait qui repart direct, et bon, il m'a mis quand même 1 heure et demie dans la vue après, et il a Mmh. rattrapé Gedi Minas, il l'a déposé, et on en a discuté en fait juste un petit peu après, et lui il avait vécu un moment vraiment pas terrible, je crois il a dû vomir, et, euh, et il m'avait dit que en fait c'était le fait d'avoir vu quelqu'un arriver qui l'a motivé à repartir, même s'il était Mmh. super mal encore, il a réussi à repartir et à se remotiver à re-rentrer dans la course. Et il est parti à une vitesse à laquelle moi, je me suis dit dépêche-toi, va essayer de le chercher. J'ai jamais réussi à le rattraper. D'accord. J'ai essayé de le rattraper pendant 10 bornes, j'ai jamais réussi à le revoir. Donc, et on me Tu l'as disait plus. les écarts, donc c'était fini. Donc non, je suis pas. Voilà, Mais je sais pas, et je pense que c'est pas à moi de me dire si je suis élite ou pas en fait, bizarrement. Je pense que mmh. et comme je te disais, je suis un peu dans une posture où j'ai l'impression d'être un imposteur, et les résultats voudraient me faire dire que oui, ça va de mieux en mieux, mais j'ai l'impression que ma légitimité, en fait, c'est pas moi qui peux me la donner. Il faudrait soit faire un énorme résultat sur vraiment une énorme course, donc gagner une des 3-4 plus grosses, ce qui n'arrivera pas, soit que la légitimité elle vienne de professionnels vraiment du milieu spécialisés. Et je vois mal en fait un professionnel spécialisé du milieu qui peut dire qu'un petit Parisien qui s'entraîne dans le bois de Vincennes est un champion élite d'ultra trail. Genre, ça n'a pas de sens de le dire même. Bah, il y a un coach qui est internationalement reconnu et Voilà, qui n'hésite se pas. présente à toi et qu'il a envie de t'amener vers des résultats et qui nous écoute, il sait comment te contacter. Exactement. Euh, Donc je suis têtu, mais je suis sympa aussi. Hein. Je peux être très sympa, très drôle. Tu le sais, moi je suis breton, il y a beaucoup de gens sur ce live aussi qui le sont aussi, et forcément, nous en Bretagne, on aime bien faire venir les gens, on aime bien faire venir les gens, on aime bien faire découvrir notre terre à toutes les personnes qui le veulent. Et en Bretagne, on a la chance d'avoir un ultra qui est très très plat, qui est l'ultra marin. Est-ce que c'est un ultra qui t'intéresse et est-ce que tu penses que tu serais performant sur ce type de format? Alors, je l'avais noté. Ça fait 2 ou 3 ans que je le mets dans les options dans mon agenda. Dans mon souvenir, c'est en même temps qu'une autre course que j'adore. Je me rappelle plus. C'est en juillet, je crois. C'est fin juin, c'est le dernier week-end de juin. C'est fin juin. Et en fait, en juin, j'ai un trail qui est beaucoup plus court en fait, que je fais parce que c'est mon trail de cœur qui s'appelle le Trail du Mont d'Or, qui est à Métabier dans le Jura. Et à chaque fois, il y a ce trail-là et je ne veux pas ne pas y aller. Je veux absolument y participer. Je m'en fous du classement, mais je veux juste y participer pour l'ambiance. Parce que j'aime le coin. Et donc à chaque fois, ça m'empêche d'aller sur l'ultramarin. Mais il me titille beaucoup trop parce que je trouve que le format est beaucoup trop cool. Je trouve que dans mon souvenir, il y a 1000 ou 1500 mètres de dénivelé, mais on les voit presque pas parce que c'est sur du chemin côtier, je pense. Ouais. Je pense que ouais, c'est le genre d'ultra qui pourrait m'aller complètement parce que ayant vécu l'Ultra 01, sachant que je peux courir pendant 70 km, il n'y a pas de descente. Je pourrais courir tout le long, pas de souci. Le truc qui me fait flipper, c'est que j'ai vu il y a quelques années là qu'il avait fait super chaud Mmh. Mmh. et super chaud sur un ultra montagnard, ça te dérange pas parce que tu auras chaud que quand tu descends dans les vallées, quand tu passes l'école, il fait forcément un petit peu plus frais, plus froid. Donc il y a des écarts de température, c'est quelque chose à gérer, mais c'est pas le plus dur. Sur l'ultramarin, s'il fait chaud tout le long, courir 70 km et qu'il y en ait 25 degrés à l'ombre, il n'y a pas d'ombre tout le long. J'aimerais bien y aller une année où il pleut, par exemple. Voilà. Mais c'est marrant, mais c'est en Bretagne, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est un trail où il fait très très chaud. Et je pense que tu parles de l'année où en plus ils ont eu un problème au niveau d'une commune qui avait son réseau d'eau en croix
juste ce week-end-là et ils n'ont pas pu ravitailler les coureurs, ce qui a fait un petit peu monter toute la sauce, etc. Sur les problèmes de ravitaillement en eau, mais l'organisation n'y était pas pour grand-chose pour le coup, parce que prévoir un rideau au niveau de au niveau de la flotte, c'est quand même compliqué. Mais c'est bien, ça a dû rajouter en fait de la difficulté à la course et on en a parlé. Et mais comme quoi, comme tu disais, un coureur en ultra et comme je te disais, pour moi, c'est jamais facile et tu sais jamais ce qui va t'arriver. Tu peux te faire une entorse au kilomètre 20. Pour l'organisation aussi, c'est un peu la même chose. Pour eux, c'est un ultra aussi, hein, l'organisation et gérer toute la masse de coureurs, tout ce qu'il y a autour. Et parfois ça plante et quand on voit qu'il y a des gens qui crachent sur ce plantage, ils ont rien compris. Ils ont rien compris et que tout n'est pas tout le temps parfait là-dessus. Et ça rajoute justement souvent. C'est un truc que je me dis souvent, c'est des pires moments, ça fait des meilleurs souvenirs. Plus tu vis un truc difficile et hardcore, bon, il y a des trucs qui sont vraiment trop hardcore et ça reste des mauvais souvenirs, mais souvent tu t'en souviens et tu apprends de ça. Donc je pense qu'ils auront de la flotte à vie là-bas maintenant. On n'en aura plus jamais. Des réservoirs, des jerrycans. Ils vont enlever le sel de l'eau de mer. Alors justement, parlons de ta casquette d'organisateur. Comment est-ce que je sais pas trop comment l'appeler en fait, cette idée, cette un peu débilité. Oh, beaucoup. Je cite Guillaume Artus, hein, qui dit que c'est le genre de course débile et qu'il aime bien. Et comment est-ce que ça t'est venu cette idée d'organiser donc l'Ultra Trail de Montmartre? Alors rappelle-nous ce que c'est l'Ultra Trail de Montmartre et comment t'es venue cette idée-là? L'Ultra Trail de Montmartre, c'est quoi? C'est donc une course non officielle. On reviendra sur le non officiel parce que j'ai vu que tu en avais parlé justement de l'aspect juridique dans une autre vidéo. Donc c'est une course non officielle que j'organise à Montmartre. Pour ceux qui connaissent Montmartre, ou qui connaissent pas, c'est une butte qui est à Paris où en haut il y a le Sacré-Cœur et c'est le plus gros dénivelé qu'on a à Paris, mais qui est franchement pas énorme. Et il y a une série d'escaliers avec un funiculaire qui est très connu pour les gens qui viennent s'entraîner à Paris. Et en fait, tous les trailers parisiens s'entraînent un petit peu à Montmartre de temps en temps, ou au moins ils y sont allés. Et j'avais un pote qui avait fait une sortie à Montmartre sur une seule journée où il avait réussi à faire 3000 mètres de dénivelé positif en faisant le hamster dans toutes les ruelles, en faisant un peu le touriste. Et on avait commencé à déconner et à se dire ouais écoute 3000 mètres c'est bien mais faudrait qu'on réussisse à faire un truc de fou, genre 10 000 mètres de dénivelé positif dans Paris. Donc plus que l'Everest mais à l'intérieur de Paris. On a commencé à regarder la topographie de Paris, il y avait 2-3 endroits où on avait vu que c'était possible de tenter de faire 10 000 mètres. Et le meilleur endroit en fait c'était cet escalier à gauche du funiculaire parce que ça permettait de pas avoir non plus à faire 300 km de distance pour atteindre les 10 000 et donc on s'est dit on va faire l'aller-retour, on allait mesurer, on a vu qu'il fallait faire 271 fois l'aller-retour. Et on s'est dit vas-y on le tente. Et au début on voulait juste se tenter à 4 copains et puis après on s'est dit non on va créer un peu l'événement, on va faire parler de ça, on va inviter des gens à le faire avec nous et justement Guillaume a été le premier à répondre. Hein. Lui il est fanat de ces trucs débiles et en se lançant on se disait pas que c'était possible. On pensait que personne n'allait l'atteindre en fait. Vu qu'après moi je suis un peu vicieux, j'avais décidé de pas l'organiser un moment cool en automne ou au printemps. J'ai décidé de l'organiser en fait 2 jours après Noël, de manière à ce que personne n'ait pu s'entraîner dans les jours d'avant, que tu aies bu du champagne, que tu aies du foie gras dans le ventre, que tu sois pas bien. Les conditions météo, il n'y a pas qu'en Bretagne qui fait moche, à Paris aussi. En décembre, il fait froid, il fait pas beau. Et cet escalier, il faut savoir que c'est l'escalier le plus touristique de France. Dedans, il y a que des groupes de Japonais, d'Allemands, de Chinois, d'Américains. Et donc c'est un gros bordel très rapidement dans l'escalier. Et donc on a fait ça. On se lance le jeudi après le Noël à 22h. Il y a une vingtaine de personnes qui étaient venues tenter. On fait des allers-retours. On passe la nuit, il fait très moche, super froid. On passe la nuit, dans mon souvenir, au petit matin, sur les 20 à 8h du mat, donc au bout de 10 heures d'escalier, hein, déjà, voilà, bien abruti. Il y avait, on n'était plus que 2, il y avait plus que Guillaume et moi. Moi, vers 11h, j'arrête parce que j'en pouvais plus.
et Guillaume était allé au bout. Il avait mis 24h50, je crois, donc pendant 25 heures, il a monté et descendu un escalier. Et et surtout à la fin, déjà t'as mal, mais t'es un zombie et psychologiquement faire le même parcours. Sur un ultra, faire autant de dénivelé dérange pas parce qu'il y a le paysage, parce que le paysage change. Là, c'est tout le temps le même escalier et un escalier, tu peux te casser la gueule en haut, en bas, quand il pleut. Il y a les touristes, ils savent pas que toi, ça fait 271 fois que t'es là. Ils savent pas que ça fait depuis 22 heures que t'es là. Il y a des mecs bourrés la nuit. Il y a des mecs bourrés qui sortent de boîte, qui comprennent pas et qui commencent à courir avec toi, à te proposer de la bière. Et donc lui, voilà, il a réussi à terminer la première année. Et donc on s'était rendu compte que c'était possible. Et donc la deuxième année, on a commencé à l'organiser de manière un peu plus, en se disant, on va tenter de faire le record et battre le record. Et là, la règle, ça a été, pour être finisher, il faut faire moins que le record de l'année précédente. Et donc la deuxième année, moi je l'avais fait, je crois, j'avais réussi à aller au bout en 18h30. Il y avait 2 autres personnes qui avaient réussi à aller au bout. Et la troisième année, j'avais invité 2-3 personnes, dont Christophe Nonorg, qui était l'ancien recordman de dénivelé positif sur 24 heures, et qui a réussi à le boucler en 16h15. Et donc voilà, on a créé d'un truc débile, on a créé une épreuve sportive qui fait 80 km et 11 000 mètres de D+. Parce que pour la petite histoire, quand Guillaume il l'avait fait la première année, on pensait qu'en fait il fallait faire 271 allers-retours pour faire 10 000. Il fait ses 271 et puis on se reparle la semaine d'après. Il me dit par contre il y a un problème parce que ma montre elle m'annonce beaucoup plus. Et moi par rapport au tour que j'avais fait, mon dénivelé, je trouvais que ça annonçait beaucoup trop. Et en fait, 2 ou 3 semaines après, on est allé recalculer vraiment avec des appareils un peu plus fiables que ce qu'on avait fait, le vrai dénivelé. Et j'avais en fait oublié de compter 2 séries d'escaliers qui étaient au-dessus, donc c'était pas 10 000, c'était 11 600. Donc bon, il y avait 1600 qui se baladaient par là. Et donc on a gardé au final ce format de 271 allers-retours. Donc le 11 600 n'a plus aucun sens, mais on continue à faire ça. Et un autre truc avant de parler du juridique, c'est j'ai jamais eu personnellement aussi mal après une course et les jours après une course que après Montmartre, parce que j'ai beau voilà, la diagonale t'as mal après, l'ultra 01 t'as mal après, tous les ultras t'as mal après. Là c'est pas mal, c'est un niveau de souffrance ultime. Parce que je pense que les escaliers, il y a rien de plus traumatisant que ça. Donc que ce soit les genoux, les chevilles, j'ai jamais mal aux chevilles moi. Et là j'ai mal aux chevilles, ça n'existe pas. J'ai mal aux épaules parce que t'es tordu et que tu montes comme ça. Donc non, ça peut paraître être une blague et justement moi j'ai beaucoup tourné le truc sur l'humour parce que je trouvais que organiser déjà un truc qui s'appelle Ultra Trail à Paris, ça n'a pas tellement de sens. Mais en réalité, physiquement, c'est un vrai truc difficile. Et pour ça là maintenant cette année je l'organise pas parce que les raisons font que je vais pas mettre 20 personnes qui tournent dans un escalier qui soufflent alors qu'il y a déjà beaucoup de monde dans cet escalier. Mais mon but est de ramener des montagnards chevronnés et de les mettre là-dedans et de voir voilà comment ils tournent et pour leur montrer que c'est un vrai défi physique. Certes, c'est pas de l'ultra trail, je l'ai appelé comme ça, j'aurais pas dû l'appeler comme ça, mais c'est un vrai défi physique. Et juste sur l'aspect organisation, tu faisais en parler. En fait, j'ai 0 autorisation. Je suis jamais allé voir la mairie de Paris pour me faire autoriser ça, parce que je pars du principe que un petit mec de 27 ans qui va arriver à la mairie de Paris, au bureau de la préfecture qui donne les autorisations, qui explique qu'il va prendre l'escalier le plus touristique de France et qui va organiser dedans un ultra trail avec des gens qui vont faire des allers-retours pendant 24 heures. Je pense que les mecs, ils me donneront jamais l'autorisation. Donc, pour l'instant, on a fonctionné en version, c'est une sortie entre potes et il n'y a pas d'organisateur. Et je sais que juridiquement, s'il y a un problème, c'est pour ma pomme. Donc là, je suis en train de voir justement avec Guillaume s'il n'y a pas un moyen de passer par une association pour pouvoir avoir une assurance ou quelque chose de manière à ce que même à officialiser le truc. Mais je pense que ça va être très compliqué au niveau de la mairie de Paris de le faire accepter. Donc à voir comment continuer à le faire sans que je risque d'aller en prison ou de mettre des gens en danger. Mais bien sûr, t'es invité, si le Breton que tu es a envie d'avoir très très mal 2 jours après Noël, avec plaisir. Écoute, je vais cocher ça pour l'année 2021 si ça peut avoir lieu. Pourquoi pas.
Pourquoi pas. J'aime bien ce genre de truc complètement débile. Tu sais, j'étais inscrit aussi à la backyard où on doit courir. Hmm. Voilà, j'étais inscrit là-dessus. Bon, j'ai pas pu le faire pour les raisons qu'on connaît aussi. Mais j'aime bien, donc pourquoi pas. Je retiens l'idée. Et mentalement, comment est-ce que tu fais pour tenir, pour continuer à aller au bout malgré la lassitude là? Parce que là, pour le coup, on peut pas parler vraiment de plaisir. Il y a pas vraiment de plaisir. Enfin, mis à part d'avoir terminé, d'avoir accompli un truc qui reste une folie pour l'extrême majorité des personnes. Comment tu fais mentalement pour continuer alors que tu as envie d'arrêter à chaque montée? Je pense que en fait c'est beaucoup aussi dans mon caractère que en fait j'aime beaucoup prendre un truc qui est impossible sur le papier et le transformer en quelque chose de possible et et j'adore me prouver à moi-même que j'avais tort de me dire que c'était impossible. Donc c'est beaucoup ça. C'est je cours pas tellement pour les autres. Je cours pas pour il y avait une époque au début où les réseaux sociaux, je commençais à être un peu plus suivi. Je m'étais tourné là-dedans et ça m'a pas plu. C'est-à-dire que j'annonçais quelque chose et du fait que je l'ai annoncé, au final, je devais le faire par rapport aux Hmm. autres. Et c'était pas tellement voilà, c'est pas tellement mon délire au final. Et en fait, c'est vraiment me prouver à moi-même que j'avais tort de me dire que c'était impossible. Et, euh, et très souvent, en fait, à l'arrivée des courses, il y a un peu d'euphorie, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, en fait. Je suis pas si heureux que ça à la fin. Ça m'a pas tellement apporté une joie absolue. J'ai passé un bon moment. J'ai fait ce que je voulais faire. Et au final, ça vient juste clore toutes les heures et toute la sueur qui a été dépensée sur les 3 mois avant et maintenant sur les 5 ans avant. Donc continuer à faire des trucs comme ça et à vouloir aller au bout et ne pas abandonner et à, voilà, aller au bout des choses, c'est plutôt une façon de légitimer ou de me dire que j'avais pas fait tout ça avant pour rien. Donc c'est par respect pour le nombre d'heures que j'ai passé à courir avant et à m'entraîner que que j'ai envie d'aller au bout. Et donc je suis dans un format quand tu te dis ça, c'est un peu dur de s'autoriser à abandonner ou de s'autoriser à arrêter, même quand on a mal, même quand on est blessé. Il y a plein de courses où je suis blessé, enfin plein de courses, non, il y a 2, 3 courses où j'ai été blessé et j'ai pas voulu m'arrêter. Euh, parce que je me serais doublement déçu. Je me serais déçu sur ma performance sur le jour même. À la limite, ça c'est pas très grave, ça arrive d'avoir un jour moins bien ou d'être blessé, mais ça serait gâché tellement de choses qui ont été mises en place auparavant pour que ça marche que ouais, c'est L'abandon vraiment n'est pas c'est une fort. option, quoi. L'abandon n'est pas option. J'ai abandonné 2 fois, fracture sur l'UTMB et l'entorse de ma vie sur la Restonica en Corse. Hmm. Et j'ai rien appris pendant ces 2 abandons. C'est pas un échec qui m'a appris quelque chose, même si d'habitude je pense qu'on peut apprendre beaucoup de l'échec. Et c'est là simplement c'est une porte que j'ai pas fermée. Donc il va falloir que j'aille faire les deux et que j'aille au bout pour pouvoir fermer cette porte et me dire que tout l'entraînement qu'il y a eu derrière, voilà, ça a permis de faire ça. Ça a permis de faire ça. Tu t'es permis à toi-même de réaliser tes rêves, alors réalise-les quoi. Hmm. Ah, c'est sûr, hein, quand on passe des heures et des heures à s'entraîner, à faire des sacrifices aussi, parce que c'est du temps qu'on passe. Forcément, je vois qui passe derrière, il y a ta femme qui est là, c'est du temps que tu passes pas avec elle, c'est du temps que tu fais pas à faire autre chose. Euh, on passe beaucoup de temps à s'entraîner, et Mm. puis du coup, quand on va pas au bout d'un défi qu'on s'est lancé, ça déçoit un petit peu. Alors après, ça a juste comme tu dis, un goût de je prendrai ma revanche un jour. Et c'est ça l'idée, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et du coup, c'est super chouette que tu le prennes comme ça. Est-ce il y a d'autres trails ou d'autres défis de ce type, un petit peu débiles, tu sais, comme il fait Guillaume, les courses dans les tunnels, là où tu fais des allers-retours, d'autres choses comme ça qui te font envie que des allers-retours dans les escaliers? Bah, j'en ai déjà fait en fait des persos. De toute façon, à Paris, c'est simple, on n'a pas de montagne, donc on est obligé d'avoir des idées. Et généralement, les idées qu'on a, elles sont pas très intelligentes.
Je sais que cette année, en début d'année, je m'étais fait l'aller-retour entre Paris et Meaux en courant, parce que pourquoi pas, ça faisait 100 bornes. Allez, je partais le matin de mon appart, je rentrais dans mon appart, ça me faisait mon petit ultra dans la journée. Pareil, 2 semaines après ou 3 semaines après, je m'étais motivé. Je me suis dit, bah, tu vas faire 3 fois le tour de Paris. Donc c'est quand même l'endroit le plus moche. Quand tu es au bord du périph', c'est le truc le plus crado. Ben voilà, je me suis dit, tiens, tu fais 3 fois le tour de Paname, ça faisait 100 bornes. Est-ce qu'il y en a qui me font rêver dans les trucs qui sont en fait finalement j'aime bien m'organiser mes propres trucs, rentrer dans le délire de quelqu'un d'autre. J'aurais il y a quand même la Barclay qui me chauffe forcément. Mais déjà que je me perds quand il y a du balisage, donc quand il n'y a pas de balisage, c'est la merde. Chercher des livres et tout ça, je trouve ça fun. Je trouve ça vraiment fun. Je trouve que ça rajoute de la difficulté. Le parcours a l'air terrible, donc celle-là me chauffe. Il y en a pas trop d'autres. Et là, je suis en train de me dire que je vais voir comment faire parce que je veux m'en créer un autre. Et en ce moment, je suis en train de me dire que je vais aller de Paris jusqu'à la mer en courant. Donc, je suis en train d'essayer de trouver un chemin pour passer pour pas avoir à prendre le départemental. Mais voilà, je trouve que en fait c'est fun de prendre une idée complètement débile soi-même et de se la construire. Le faire dans un cadre supra-organisé, je trouverais ça moins drôle en tout cas pour moi, quoi. Bah, en vélo, il y a la Paris-Brest-Paris qui existe. Tu pourrais le faire en courant. Ouais, j'ai entendu parler, je crois que ça fait plus de 1000 bornes. Ouais, c'est un truc. Faut avoir Mais ça, c'est un fait. truc pour Faut Lucas, ça. avoir Ouais. C'est un truc pour Lucas. Lucas, ça le dérange pas. Lucas, voilà, pendant le premier confinement, il m'envoie un petit message. Il me fait, ouais, ça te dit au déconfinement, on fait un truc foufou. Moi, je lui ai dit, ouais, bah, il y a un truc qui me tente que j'avais déjà fait 8 tours des 25 bosses. Donc, ça fait 136 km et 8000 de dénivelé. Les 25 bosses, je sais pas si tu connais, c'est Ouais. un petit coin sympa, trail à 1 heure de Paris, dans la forêt de Fontainebleau. Mm. Et je lui ai dit, ouais, j'aimerais bien faire 10 heures, j'aimerais bien faire 10 tours. Et, on était un peu parti sur cette idée. Et, je sais plus, 3 heures après, il me renvoie un message. Il me dit, attends, non, j'ai trouvé un truc, t'inquiète. En fait, on va faire le tour du très très grand Paris. Et il m'envoie une trace. Ça faisait 650 km. Non. Donc ouais, simplement Paris à la mer, ça suffira. Ça fera 180 bornes. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres encore, deux trois petits trucs comme ça. Il y a un mec, un Belge, qui m'a aussi envoyé une idée que je trouve assez intéressante. Elle est sur la même trace, traverser, je crois, 4 ou 5 pays différents. Et donc il m'avait montré une trace. On pouvait faire Pays-Bas, Belgique, France, Allemagne, Luxe, et je crois on terminait en Suisse, et que c'était possible de le faire en une seule trace. Donc il y en a plein des idées à la con. Ouais, bien sûr. Il y a toujours. Et après, faut se lancer. Ah bah c'est sûr qu'il faut avoir le courage de se dire allez, je me lance, c'est maintenant. Faut aussi se le caler dans un programme parce que j'imagine que tu as d'autres courses aussi qui te font envie officiellement, et puis enchaîner toutes ces courses un petit peu hard, ça peut pas forcément toujours être possible. La Donc difficulté, ok. c'est ça. Moi, tu Bah vois, ouais, ouais. mon planning de course, là, je me suis fait mon planning 2021. J'ai un ultra par mois, et je sais que voilà, ça c'est moi en mode buté, ou un ultra par mois, ça me permettra, en toute logique, d'après les préceptes qu'on entend, ça ne me permettra de pas performer sur celle où j'aimerais performer. Et je pense que si j'avais été encadré là-dessus sur un choix de planning de course, le mec il m'aurait dit alors ça on raye. Là les 3 ici tu les enlèves, ça sera une course de préparation, donc tu vas pas vite dessus pour être bien à ce moment-là. Donc Et ça, en fait, t'es un petit peu solitaire beaucoup, ouais. beaucoup. Mais ça, Mais je finalement, pense pour ce sport, ça aide, hein. ça aide, mais voilà, c'est comme je te disais, je pense que je suis au-dessous de ce plafond de verre, et que il faut que maintenant je pense pas que je puisse le percer sans arrêter d'être solitaire et de décider tout seul. Ou sinon, si j'y arrive, franchement, là encore plus bravo, mais tout seul, je pense que Ouais, bien sûr. ça sera pas. Ouais, c'est sûr que ça va être compliqué, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres sports qui t'attirent, qui te font envie, que tu te dis, bah, tiens, comme un petit peu un Stéphane Brognard qui se lance sur des traversées à la rame. Est-ce que toi, tu as d'autres comme ça, d'autres sports qui t'animent, qui t'animeraient?
Il y a pas mal de trucs. Il y a quelques années, je m'étais dit, ok, l'Everest, faut le faire une fois dans sa vie. Maintenant, plus ça avance, plus j'ai peur. Ouais, pareil. Et plus j'ai peur et plus je me dis, fais gaffe quand même. Là, c'est un truc où tu mets C'est vraiment ta chaud. vie en jeu. Genre, ça rigole pas. Ouais. Donc, Allez faire le Mont Blanc en fait. ouais, voilà, je vais faire le Mont Blanc. Bon, peut-être que je le ferai en courant par contre. Donc il y a l'Alpi qui m'a intéressé un peu. Maintenant, je flippe. Il y a les sports d'équipe. Je pense que j'ai abandonné. J'ai beaucoup fait de handball, mais je pense que j'ai abandonné. J'ai plus envie de ça. J'ai envie de refaire du skateboard, mais là, tu vois, je me suis racheté un skate. Il est tout propre, tout monté. Je l'ai utilisé 2 fois parce que j'ai trop peur de me blesser et de pas pouvoir courir derrière. Mm. Donc ça reviendra. L'autre truc qui me chauffe bien en dehors de la pétanque où j'excelle, c'est j'aimerais bien faire du bateau. Mm. Moi je dis faire du bateau parce que j'y connais rien. En fait, je pense que ça va être mon prochain délire. Avant de faire de l'ultra, je savais même pas ce que c'était que courir un 10 km. Enfin, avant de faire de la course à pied, je connaissais pas cet univers. Je savais même pas que ça existait les gens qui faisaient ça. Et je pense que je suis un peu actuellement dans la même position par rapport aux grands navigateurs qui font des grandes traversées. Et je ne connais rien à la voile. Je sais, voilà. Le mot le plus bizarre que je connais, c'est souquer les artimuses. Mais je pense que ça n'existe pas réellement, professionnellement dans ce sport. Et en fait, je pense que la voile, ça va être mon prochain délire, d'essayer de comprendre comment ça marche, de tenter d'abord, voilà, de faire quelques bords et d'apprendre sur un petit lac à côté de chez moi, puis petit à petit d'aller voguer sur les côtes bretonnes. Puis il y a un truc qui me fait rêver, j'aimerais beaucoup traverser un océan entier, l'océan Atlantique, ça me chauffe. Le faire à la rame. Alors comme tu peux le voir, voilà, mes bras, c'est mort, hein, parce que voilà, moi j'ai décidé de muscler plutôt le bas que le haut. Mais ouais, la voile, ça me chauffe. Me dire, tu vas prendre un kata, tu vas être tout seul sur la mer et tu vas traverser la mer. Et je pense qu'il y a des similitudes avec l'ultra Mm. qui peuvent être dans les sensations qu'on vit et dans l'endurance que ça sous-entend, la gestion du sommeil que ça sous-entend, qui pourront me plaire. Et je pense que l'ultra me servira à ça plus tard. Et là, je vois ma D'accord. copine au loin qui fait quoi, il va faire de la voile maintenant. Y a pas de vent sur la Seine, ça se Il n'y a saurait. pas de vent. Ok, Donc ça non. marche. Bah, du coup, casquette verte sur une voile, pourquoi pas? Why not? Hein? Ouais, bah ouais. Et on verra ce que ça donne, mais Ok, c'est pas pour tout de suite. D'abord, on se concentre sur l'ultra encore 3-4 ans sérieusement. Après, on verra si on arrive à abandonner l'ultra, à couper réellement les ponts, et après, la voile me chauffe. d'accord. Alors, je suis désolé, hein, au tout début de l'émission, j'ai dit que vous pouviez poser vos questions. Alors, effectivement, j'ai affiché pas mal de questions. J'ai dû faire du tri parce que vous avez été très actifs dans les commentaires. Et du coup, on va en mettre une dernière parce qu'on arrive bientôt au bout de l'heure. Alors, C'est Gérald qui demande question écriture blog. D'où ça t'est venu cette envie d'écrire tes récits de course et pourquoi ces formats style d'écriture? très bonne question. En fait, d'ailleurs, ma présence sur les réseaux sociaux découle de ce blog. C'est parce qu'il y a eu ce blog que j'ai commencé à vraiment créer un peu ce délire et cet univers casquette verte. À la base, ce blog, il avait une seule vocation. C'était pour que ma famille puisse lire mes récits et voir ce que je fais. Parce que j'ai une famille où il n'y a aucun sportif. Vraiment, on est au niveau zéro du sport, et je voulais vraiment que mes grands-parents puissent lire ce que je faisais, qu'ils puissent se rendre compte de ce que j'étais en train de vivre. Et donc c'était parti de là, et donc j'avais commencé à écrire. Après, je me suis dit, bah, tu vas le mettre sur un blog, ce sera plus facile pour pour que tout le monde puisse y accéder. Et, euh, et c'est là où je me suis rendu compte que les récits intéressaient d'autres gens parce qu'ils pouvaient trouver peut-être des informations pour eux, ou comparer comment eux ils avaient vécu une aventure par rapport à comment moi je l'avais vécu. Et ça a commencé à prendre, et on me posait pas mal de questions, et donc j'ai continué à avoir envie de les raconter. Mais ce qui est dingue, c'est que moi je déteste lire. Genre je lis un livre par an, grand max, et cette année j'ai pas encore lu de bouquin, donc je suis dans la merde. Euh, mais ces récits, je sais que ça va me faire très très plaisir dans 20 ans, 30 ans, 40 ans,
de les relire avec l'œil de Casquette Verte qui aura 70 piges, de relire ce que Casquette Verte 25 ans a écrit. Et là, récemment, j'ai relu un de mes tout premiers récits je crois que c'était la première ou la deuxième Saint-Élion que j'ai fait. Et en fait, j'ai revécu d'une certaine manière ce que j'avais vécu. Et je me suis rendu compte aussi des erreurs de course que je faisais en lisant mon récit et de la jeunesse que j'avais par rapport à ce sport. Et j'étais vraiment, en fait, je le suis encore un petit peu, et je le suis encore beaucoup, même si j'en fais beaucoup. J'étais ce Parisien qui découvrait ce que c'était que la montagne, que ce que c'était que courir, que le paysage, que autre chose que le métro boulot dodo. Euh, et et ça me plaît d'écrire et de continuer à écrire. Et donc j'écris d'abord pour moi, d'abord pour ma famille, peu au final pour les gens qui me suivent ou pour que les gens qui me lisent. Et j'espère que j'arriverai encore longtemps à écrire des récits de course. Et là, je remarque que ça devient de plus en plus difficile. Les premiers, c'est pas parce que je passais 11 heures sur une Saint-Élion que voilà, j'avais peut-être plus de détails, j'allais moins vite. Mais maintenant, je trouve que c'est vraiment très difficile de refaire des récits aussi détaillés avec autant de sensations parce que maintenant, je vis moins de sensations, je pense, parce que je suis plus focus sur mon physique et 100% ou même 250 000% de ma concentration est sur la gestion de moi, de comment je suis, de mon corps, de ce que je dois mettre en place pour que ça continue à aller bien et pour pouvoir continuer à courir. Donc, je continue à essayer de le faire. Je trouve qu'il y a moins d'âme qu'avant, mais voilà. Donc ça vient de là, ça vient de récits et expliquer à ma famille. Mais de toute façon, l'être humain a toujours aimé raconter des histoires. On a tous ces images des hommes préhistoriques autour du feu avec un conteur qui est en train de raconter des trucs. Bah, finalement, moi, je me dis que toi, tous les blogueurs qui racontent comme ça des histoires, on est ces conteurs, mais de conteurs 2.0, quoi, si on peut dire. À raconter des histoires et je trouve ça très bien ce que tu dis aussi concernant le fait qu'on ressente un petit peu moins d'émotions quand on va être à l'arrivée d'une course, parce que c'est quelque chose que je ressens aussi au début, à l'arrivée des courses, je pleurais à chaque fois, systématiquement. J'étais tellement fier, j'arrivais à un niveau d'émotion où je pleurais sur la ligne d'arrivée. Et maintenant, ça me le fait plus. Et peut-être ça me manque, en fait. Et je me dis, aller chercher le plus, tu vois, où tu vas chercher, tu vois, une diagonale ou enfin voilà, des trucs qui sont vraiment supérieurs en termes de niveau. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui ça fait sens pour toi, ce discours? C'est vrai qu'il y a moins d'émotions parce que je ne découvre plus, je découvre moins, du moins. Il y a des sensations différentes en course que j'apprécie, mais à l'arrivée, c'est dur. À l'arrivée, j'ai pas envie d'aller faire une course plus dure pour aller chercher une sensation. J'ai pas envie de me dire que c'est pas parce que je suis pas bien que je vais me regarder un film romantique ou qui fait chialer avec des violons, etc. Moi, justement, quand je vais pas bien, je vais plutôt tenter d'aller chercher l'inverse. Je vais pas chercher, je vais pas aller chercher à me faire vivre une sensation particulière. C'est beau quand ça arrive. Ça arrive de moins en moins ou moins fort. Mais je suis pas désespéré que je pleurerai une deuxième fois. Non, mais c'est vrai. Je pense que ça réarrivera, mais ça prévient pas. Enfin, faut pas le commander non plus. Faut pas espérer pleurer à l'arrivée d'une course et s'imaginer à l'arrivée d'une course. Déjà, quand t'es en course, tu t'imagines la fin et de pouvoir aller boire ta bière, bouffer ton truc. Et qu'est-ce que ça va être bien à l'arrivée. Mais c'est une erreur. Moi, je m'interdis à penser à ça. Parce qu'il faut pas penser à ça pendant la course. Et alors, si penser que ça soit une source de motivation avant, non, je préfère pas. Ok, bah, comme dit encore une fois Stéphane Brognard, si le pilote de la Clio il est pas dans la voiture, c'est aller à l'accident. Donc effectivement, se projeter à l'arrivée, c'est pas toujours une bonne idée. Ok, bah merci beaucoup Alexandre, alias Casquette Verte. On arrive au bout de cette heure qui est passée extrêmement vite, encore une fois. Où est-ce qu'on peut retrouver l'ensemble de tes aventures et de tes récits et où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur toi?
En tapant casquette verte sur n'importe quel réseau social. Je suis présent un petit peu partout, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, Strava, sur les blogs. J'ai pas non plus du contenu qui est super fun, je trouve. Peut-être Insta, ça peut être drôle à suivre. Après, le reste, c'est en fait, je poste mon entraînement et peut-être mes petites idées au moment des entraînements, mais je fais pas de l'inspirationnel ou je fais pas des trucs qui vont être intéressants comme savent le faire Antoine Guillon, par exemple. Je trouve que c'est super ce qu'il poste. Ouais, ou sinon si vous aimez bien les récits de course, sur mon blog il y a des trucs qui peuvent être longs et sympas. Si vous avez un long trajet de train, ça peut être pas mal. Ok, super. Bah écoute, on mettra tous les liens, je mettrai les liens dans la description. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021? Que le maximum de courses que je veux faire ait lieu, déjà. Une belle perf sur l'UTMB, une énorme perf sur la Diagonale des Fous, et pas de bobo grave. Pas de bobo grave, s'il vous plaît, pas de bobo grave. C'est bon, t'as donné cette année. Ouais, ça suffit. La fracture l'année dernière, ça m'a montré que c'était trop chiant d'être pénalisé et de pas pouvoir courir, et donc de pouvoir continuer à courir, ce sera la chose que j'aimerais pouvoir continuer à faire tranquillement et qu'on m'embête pas. Ok, bah voilà, continuez à courir. Voilà. Je te remercie, c'était super cool, et c'était les fêtes avant les fêtes, donc bonne fête à toi. Puis je sais pas si t'as des vacances ou quoi, mais profites-en pour aller t'entraîner de manière à ce que je vois aussi ta casquette bleue sur les courses me passer devant. Ce sera avec un immense plaisir. Ça m'étonnerait. On se verra au départ avec grand plaisir, mais après je ne verrai que la couleur de tes semelles et encore pas pendant très très longtemps. Mais non. Mais avec grand plaisir. Surtout si c'est sur l'Ultra Trail de Montmartre, on risque de se croiser un petit peu plus souvent. Allez, tu vas voir, t'as l'occasion de discuter sur ce trail. Eh ben, écoutez, merci beaucoup à tous encore une fois d'avoir été très présents dans l'espace des commentaires. C'était encore un très très grand plaisir pour cette dernière de l'année. On reprendra en début d'année. Moi, je fais une pause pendant effectivement 15 jours. Donc, il n'y aura pas d'épisode pendant 2 semaines, même 3 semaines. Le prochain sera dans 3 semaines. Et je vous garde la surprise parce que là, j'ai un planning qui est bouclé jusqu'à février. Donc, avec des invités qui seront très passionnants, très intéressants. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Eh ben, écoutez, à tous, une très très bonne année, très bonne fête de fin d'année. Et puis encore une fois, merci beaucoup Alexandre d'avoir passé ce moment ensemble. C'était vraiment très 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 sympa, très enrichissant. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci François, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu. Donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine, bye bye. Envie de faire équipe avec quelqu'un qui partage votre mode de vie et vos ambitions ? Découvrez The League, l'application de dating premium qui comprend vos exigences. Votre vie amoureuse mérite mieux que des matchs nuls. Chez The League, on ne vous demandera jamais de baisser le niveau. Nous savons comme votre temps est rare et précieux. Aussi, vous recevrez chaque jour une sélection personnalisée de profils exclusifs. Dites adieu au compromis et trouvez enfin une relation qui correspond réellement à vos attentes. Téléchargez l'appli et rejoignez The League. Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PlanetTrail, PLANETETRAIL. Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très bon footing, très bon trajet. Bref, ce que tu es en train de faire, je te le souhaite un très bon. Allez, à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.